Bonjour tout le monde euh, et bienvenue à cette séance d'information à but vraiment de découvrir le métier de recherchiste en audiovisuel. Ça nous fait plaisir d'accueillir des gens qui sont de partout au Canada, qui voudraient en apprendre plus sur ce métier aujourd'hui. Je note qu'on est en train d'enregistrer la session parce qu'on voudrait pouvoir le poster pour ceux qui n'ont pas pu participer. Donc, je me présente, je m'appelle Nicole Mathiassion, je suis la directrice générale de Onscreen Manitoba. Onscreen Manitoba est l'association de la production audiovisuelle au Manitoba, donc un niveau provincial, mais nous sommes actifs au niveau national également. Et notre organisme représente tout le monde qui a un intérêt dans le milieu de la production audiovisuelle ici au Manitoba, qui travaille en anglais ou qui travaille en français, qui travaille derrière la caméra, devant la caméra, avec un syndicat, avec un festival de films. Alors, nos partenaires pour plusieurs activités incluent TV5 Uni, et c'est avec eux qu'on a discuté du besoin d'une formation de recherchiste. Et par la suite, TV5 a développé une relation avec l'Université de Moncton, ensuite à d'autres programmes qu'ils ont offerts avec eux. Donc là, aujourd'hui, on est réunis pour à la fois faire la découverte de ce métier et en même temps d'annoncer une nouvelle formation par l'Université de Moncton. Alors, je voulais juste prendre un petit moment pour reconnaître Anthony Cauchy qui est avec nous, qui va dire un petit mot de bienvenue de la part de TV5 Uni. Oui, bonjour à tous. Écoutez, ça me fait très plaisir là, de vous voir et puis de réaliser que cette formation prend enfin vie. Et puis, merci à Nicole et puis On-Screen Manitoba là, d'avoir eu cette bonne idée d'organiser cette session d'information parce que c'est parti de l'idée la formation était une bonne idée, en fait, de se dire que c'est bien enfin de pouvoir former au métier de recherchiste, mais qu'il y avait une première étape à ça, qui était peut-être d'informer sur le métier, l'importance du métier de recherchiste pour essayer justement de rejoindre un maximum de monde. Donc, merci beaucoup. Merci à Sylvie, la formation continue là, de l'Université de Moncton, à Annick aussi de l'association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick aussi. Et puis aussi à l'ambassade de France qui nous soutient aussi dans la formation et puis dans la mise en place des bourses. Et puis là, Aline et puis Pascal, là, d'intervenir et puis de nous partager leur expérience sur le métier de recherchiste. Pascal au niveau scénarisation, réalisation aussi pour nous dire un peu les enjeux qui peuvent naître justement de ce travail de recherchiste dans les prochaines étapes. Donc, merci à tous et puis bien hâte de vous entendre. Bien, merci Anthony. Donc, nous allons passer au plus vite à la conversation. Je voulais juste, au niveau technique, mentionner une ou deux choses. William va continuer à laisser entrer les gens dans la session. Lui et moi vont garder un œil plutôt sur le chat. Alors, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit au fur et à mesure, vous êtes invités à les mettre dans le chat. À la fin de la conversation, nous allons revenir vers les questions. Nous avons aussi reçu des questions au moment de vos inscriptions. Merci beaucoup. Il y avait plein de très bonnes questions. Nous allons faire de notre mieux de les aborder au courant de la conversation. On a constaté qu'il y avait un couple de questions auxquelles on n'allait pas pouvoir couvrir pendant cette session-ci. Nous allons tâcher de revenir là-dessus soit à la fin, soit par écrit dans la mesure du possible. Alors, je vais demander d'abord à Pascal et Lynn de partager leurs expériences et après ça, Sylvie Desjardins de l'Université de Moncton va se joindre à la conversation
pour expliquer les détails autour de cette nouvelle formation. Donc, je passe la parole alors à Pascal Boutrois, scénariste et réalisateur, et Lynn Barnabé, recherchiste en audiovisuel. Oui, bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis Lynn Barnabé. Je vous parle de Vancouver, où j'habite depuis 1997. J'ai un parcours vraiment très varié, là, mais ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le domaine des médias. Et j'ai travaillé comme animatrice, comme chroniqueuse, comme réalisatrice à la radio. Pour la télévision, j'ai travaillé comme animatrice aussi, chroniqueuse, mais comme recherchiste et scénariste aussi de séries documentaires. Et ben, en gros, c'est ça, là, en détail, il y a plus, il y a plus que ça, mais juste pour vous donner un aperçu, c'est ce que je fais depuis une vingtaine d'années, principalement ici à Vancouver. Mes terrains de jeu ont été autant régional, national qu'international aussi, notamment pour les émissions Port d'attache et Chacun son île qui étaient présentées sur TV5 Monde et même encore aujourd'hui sur Knowledge Network. Et présentement, je travaille même pour l'émission Tournée générale sur UniTV comme recherchiste. Je travaille au contenu de l'émission. Alors voilà. Pascal, je vais t'inviter à parler de ton parcours à toi. Oui, merci Lynn. Moi, je suis Pascal Boutrois, donc je suis depuis 1996, j'habite au Manitoba. Et dans les années 2000, j'ai changé de profession. Je suis devenu scénariste-réalisateur. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais de façon très intense, vraiment, de la scénarisation, de la réalisation. J'ai voyagé à travers tout le Canada, j'ai fait des séries éducatives, des séries principalement documentaires, hein, sur le corps humain, la géographie, l'histoire, les jardins botaniques, l'alpinisme, tous les thèmes, beaucoup des magazines aussi. Donc, j'ai vraiment une… et aussi, j'ai fait des films indépendants, disons des heures indépendantes en tant que documentaire aussi, où j'ai approfondi aussi la recherche. Idéalement, pour moi, j'aime être le scénariste de ce que je réalise, mais ça n'a pas toujours été la même chose. Donc, j'ai pu faire, souvent, j'ai été recherchiste et scénariste au début pour certaines de mes productions, mais le plus souvent, je suis scénariste et réalisateur. Oui, moi aussi, j'ai eu la chance de faire les deux, en fait, d'être recherchiste qui m'amenait à scénariser ben, l'épisode, c'était surtout pour Port d'attache et Chacun son île. Puis il y a quelque chose d'exaltant là-dedans parce que c'est comme si on prend le projet dès le départ. On fouille, on fouille, on fouille. Si je prends par exemple Port d'attache où on explorait des villes portuaires dans le monde, on m'assignait une ville, disons Glasgow en Écosse. Je fouillais Glasgow, je commençais à maîtriser les contenus. Alors j'ai tout ça dans ma tête, je mets ça sur papier, je rédige un scénario d'une vingtaine de pages. Et puis voilà, il y a quelque chose comme, il y a une continuité, mais ce n'est pas toujours le cas. Vraiment pas. En fait, il y a autant de possibilités qu'il y a de projets, je dirais. C'est parce que c'est selon le type d'émission, le budget aussi, les compétences des gens aussi. Alors, Pascal, en tant que réalisateur, entre autres, toi, comment tu gères ça au niveau de la recherche, de la scénarisation parce que c'est plusieurs aspects d'un métier, ça, là. Oui, et puis ben, quand je suis scénariste et recherchiste, je suis complètement au service du réalisateur. Donc, en fait, je suis au service du projet principalement. Puis je crois que c'est une chose très, très importante à comprendre pour ceux qui veulent être recherchistes, c'est que chaque projet est particulier. Il faut en attraper les spécificités et ça va conditionner là aussi le type de recherche qu'on fait. Et ça, c'est très important. Ouais. Pour moi, c'est le projet d'abord. Oui, le projet d'abord. Mais parlons justement du métier. Peut-être qu'on va le définir. Là. Si on le définit simplement, pour moi, les recherchistes sont les personnes au sein d'une équipe qui cherchent le contenu, des invités et qui cherchent aussi le matériel, des documents pour alimenter des émissions de télé, des émissions de radio, des documentaires, par exemple, ou même des magazines, des journaux, des plateformes web. Ça, c'est en gros. Maintenant, si on rentre dans la description des tâches, là, il y a une multitude de tâches qu'on peut être appelé à réaliser. Encore là, ça dépend du type d'émission, des besoins de l'équipe, du budget alloué également. Mais on peut être appelé, par exemple, à générer du contenu pour une émission, à trouver des idées de sujets, trouver de ces sujets-là, même aller jusqu'à trouver les angles de traitement, c'est-à-dire de quelle façon est-ce qu'on va parler de ce sujet-là en particulier. Un autre aspect de notre métier, c'est
le booking. Ça veut dire c'est de trouver des intervenants, des invités pour nos émissions ou pour notre documentaire et les trouver, les approcher, leur parler pour mener des pré-entrevues qu'on appelle, pour aller chercher du contenu, pour comprendre en fait qu'est-ce qu'ils ont à nous dire et mieux comprendre notre sujet aussi. Et de là, bien, une fois qu'on approfondit toutes ces recherches-là, on vient faire la synthèse de ces informations-là dans ce qu'on appelle des rapports ou des dossiers de recherche qu'on remet à l'équipe. On est appelé peut-être même à faire de l'acquisition de documents, je pense de photos d'archives, de vidéoclips, de bandes sonores. Supposons qu'on parle d'une comédienne, on a peut-être besoin de la bande-annonce de son film, par exemple. Bon, on s'occupe de ça. Puis moi, je suis même allée jusqu'à travailler au niveau de la logistique du tournage, c'est-à-dire organiser certains horaires de tournage en fonction des disponibilités des invités. Je faisais ça, entre autres, pour Port d'Attache. Alors, comme vous voyez, c'est vaste. On ne fait pas toujours tout ça, tout le temps, dans chaque projet, mais on peut être appelé à faire une partie ou la globalité de ce genre de tâches-là. Puis c'est peut-être pour ça que les gens ont de la difficulté à comprendre ce qu'est le métier de recherchiste. Justement, c'est varié. Mais aussi, c'est un métier de l'ombre. Comme Pascal disait, on est au service d'une équipe, on est au service d'un projet. Et puis, on est indispensable parce que quand on n'a pas de recherchiste, on le ressent dans une équipe. Mais c'est vraiment, on travaille dans les coulisses d'un projet, d'une émission, d'un documentaire. Alors, si vous recherchez les projecteurs, c'est peut-être pas le métier pour vous, mais c'est vraiment un métier très gratifiant et indispensable à une équipe. Je ne sais pas si tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à nos descriptions de tâches, Pascal. Oui, la seule chose que je voudrais ajouter, c'est que la recherche fait partie pour moi des points qui sont essentiels à la qualité d'un projet. Quand on a une mauvaise recherche, on va souffrir tout le long du projet, à toutes les étapes. Scénarisation, recherche de personnages, tout. Puis, j'ai essayé de penser à une métaphore un petit peu pour l'importance de la recherche, et je pensais un petit peu à un iceberg. C'est-à-dire le produit que vous voyez à la télévision, c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais en dessous, il y a une énorme masse de travail qui a été faite, et souvent, cette masse de travail, c'est la recherche. Et la recherche se doit d'être aussi plus large que ce qu'on voit à l'arrivée. Oui. Évidemment, avec la réduction des budgets, j'ai vu au moins pour moi, dans mon activité professionnelle dans les 20 dernières années, j'ai vu les budgets de recherche fondre en même temps que les budgets de production fondaient aussi. Et c'est très dommage. Et c'est facile parfois pour les producteurs de penser qu'on peut couper dans ce domaine-là. Mais pour moi, ça me semble un très mauvais choix. Oui, non, complètement. C'est un peu c'est la fondation, en fait. C'est comme si on bâtit une maison, puis notre fondation, si elle est solide, on peut bâtir le premier étage, le deuxième étage, mettre le toit, puis on sait qu'on a une maison solide. Mais effectivement, malheureusement, de nos jours, on a de moins en moins d'argent, de budget pour faire ce qu'on a à faire. Puis on en parlait, Pascal et moi, un peu plus tôt. L'arrivée des nouvelles technologies aussi nous facilite énormément la tâche. Je veux dire, quand je faisais de la recherche pour chacun son île ou Port d'Attache, moi, il fallait que je m'intéresse à toutes sortes d'îles et de pays dans le monde. Ben, je le faisais de chez moi depuis Vancouver. À une autre époque, j'aurais eu la chance d'aller sur ces îles-là pour faire du défrichage puis faire de la recherche sur place. Mais aujourd'hui, on ne fait pas ça, en tout cas, pas dans les projets dans lesquels j'ai été impliquée. On le fait très peu parce qu'on n'a pas les budgets. Alors, les nouvelles technologies nous donnent accès à une panoplie d'informations auxquelles on n'avait pas accès avant. Mais aussi, ça nous joue des tours. Parfois, on nous demande d'en faire beaucoup plus pour beaucoup moins d'argent. Et puis, je pense qu'on disait, Pascal et moi, c'est avec l'expérience aussi. Puis les années, on commence à comprendre où sont les limites et puis jusqu'où on peut aller et donner. Parce que la recherche, c'est à l'infini, là. On peut faire de la recherche ad vitam aeternam. Les internets, c'est vaste. Donc, à un moment donné, il faut comprendre où on s'arrête avec ça puis combien de temps qu'on a à donner sur un certain projet. Mais je suis très d'accord avec toi, Pascal. Puis je ne prêche pas pour ma paroisse, là, pour avoir été dans le rôle d'animatrice ou de réalisatrice et travailler dans des contextes où il n'y a pas de recherchistes, on souffre, ça c'est clair. Ouais. Quelles sont, selon toi, Pascal, les qualités requises pour un ou une bonne recherchiste? Je pense qu'il y en a pas mal. La curiosité, certainement. Numéro 1. Ne pas avoir peur de prendre le téléphone ou de contacter les gens, de parler aux gens. Pas être timide trop, mais en même temps être très respectueux. Parce que souvent, c'est le recherchiste qui a le premier contact, mettons, avec une personne qui va être un intervenant. Et donc,
c'est le recherchiste ou la recherchiste qui va installer un petit peu le ton de la relation et le respect pour les personnes est très, très important. Quoi d'autre? Savoir poser les bonnes questions, c'est essentiel. Je pense qu'une bonne culture générale aussi, ça peut être utile, mais la curiosité peut-être même avant. Et la capacité aussi de voir les choses dans son ensemble. C'est-à-dire de penser même aux questions que le scénariste ou même le réalisateur n'aurait pas posées. Ça veut dire parfois, par exemple, quand on fait la recherche d'un lieu, penser à poser des questions un petit peu sur l'environnement sonore, par exemple, ou les distances qu'il y a entre un lieu de tournage et un autre, par exemple, pour savoir si on peut caser ça dans les 2 journées de tournage qu'on aura. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont aussi parfois évidentes pour le scénariste, le producteur ou le réalisateur, qu'on ne pense pas toujours à rappeler aux recherchistes. Donc, avoir une vision très, très générale du projet et très complète, bien comprendre tout le processus aussi du film, que c'est des images, c'est des sons, c'est de la créativité. La créativité est toujours, pour moi, en tant que scénariste ou en tant que réalisateur, quand je bute sur quelque chose pour une série au niveau créatif, je reviens toujours à la recherche. Et ça, même en documentaire autant qu'en fiction. La recherche est toujours là où je pense que je vais trouver les clés qui vont débloquer au niveau créatif. Donc, les enjeux d'une bonne recherche sont énormes. Complètement. J'ajouterais à la liste des qualités requises, c'est ça, c'est aimer travailler avec le monde. Autant parce qu'on est appelé à travailler souvent en équipe, des petites ou de grandes équipes selon les projets, mais on est constamment en contact avec des gens qu'on ne connaît pas. Alors, tout de suite, il faut avoir comme, c'est ça, de l'entre-gens, s'intéresser aux gens, ça fait aussi partie de la curiosité, mais d'avoir ce désir-là de parler à des gens, d'entendre leurs histoires et tout ça avec beaucoup de courtoisie, de diplomatie, parce que je suis d'accord, Pascal, on est le premier contact et on établit un lien de confiance avec ces gens-là. Puis à un moment donné, dans le projet, on va passer le flambeau à l'équipe, mais c'est comme on a vraiment un rôle de pampering aussi. Là. On en prend soin, on s'assure qu'ils sont rassurés, qu'ils comprennent exactement c'est quoi les prochaines étapes. Alors, il faut vraiment aimer travailler avec les gens et de ne pas avoir peur justement de parler à des gens qu'on ne connaît pas et puis de les approcher aussi. Je dirais, ça c'est le cœur de notre travail, aimer lire et écrire. On ne fait que ça à journée longue, là. On lit puis on écrit, on lit puis on écrit, on lit puis on écrit. Puis donc la maîtrise de la langue aussi est très importante parce qu'il faut rédiger beaucoup, soit synthétiser des idées de sujets ou encore des rapports de recherche ou bon, ça mène à la scénarisation évidemment. Donc, il faut avoir cet amour-là de la langue puis avoir cette capacité-là d'avoir beaucoup d'informations puis de les ramener en 300 mots, par exemple, pour vendre notre idée à l'équipe. Je dirais ça. Puis, par moment, c'est d'être capable de travailler sous pression. Si vous faites partie d'une équipe, disons, à la radio, une équipe d'émission quotidienne, vous avez votre réunion de prod à 9 h, vous devez trouver votre invité pour le sujet. Disons qu'il y a eu une avalanche dans nos montagnes. Il faut trouver notre intervenant spécialiste d'avalanche qui va être là pour notre émission à 15 h, puis l'entrevue est à 15h15. On a un deadline, là. Alors, il faut faire preuve de débrouillardise aussi, d'imagination, puis faire aller nos connexions pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc, il faut être capable de travailler sous pression dans certains projets. Il y a des projets que c'est plus longue haleine. Ça dépend encore là du type d'émission, évidemment. Parlons de fiction, Pascal, parce que moi, je n'ai pas cette expérience-là, mais tu me parlais de projets de fiction, comme quoi la recherche est vraiment importante aussi. De quelle façon? Je pense que c'est pour moi, je pense surtout à la crédibilité. Donc, j'ai écrit un long métrage de fiction qui se passe en Afghanistan, où les soldats, c'est une patrouille de soldats canadiens qui se trouvent coincés dans un village d'Afghanistan où les talibans ont beaucoup de pouvoir. Donc, évidemment, là, au niveau de la recherche, il y a tout un univers visuel, par exemple. Donc, en tant que recherchiste pour moi-même, je suis allé essayer de regarder le plus de documentaires possible qui avaient été faits en Afghanistan, plus que des fictions. J'ai été rencontrer aussi des soldats qui revenaient d'Afghanistan, au point où j'ai eu un coup de téléphone des services spéciaux de l'armée qui voulaient me rencontrer parce qu'ils se demandaient pourquoi
Je posais toutes les questions. J'ai eu une rencontre avec un sergent, justement, qui avait un dossier complet sur moi, d'ailleurs. C'est vrai que j'avais un frère qui était colonel dans l'armée française, des choses comme ça. Donc, parfois, ça nous amène à des endroits assez étranges. Aussi, pour certains des personnages, la crédibilité des personnages. Notamment, j'ai rencontré des femmes musulmanes, par exemple, d'Afghanistan. Je leur ai fait même lire une première mouture du scénario pour savoir si certains éléments que j'avais trouvés dans ma recherche étaient aussi crédibles au niveau des comportements, au niveau même de la langue, même des certains mots arabes qui étaient utilisés, etc. Même la psychologie de certains personnages. Donc, en fiction, quand on crée un monde, on ne crée pas un monde à partir de rien. On le crée à partir d'éléments en fait extrêmement précis. Si je repense par exemple au cinéaste Stanley Kubrick, qui était presque d'une grande, c'était un grand maniaque du détail. Je veux dire, quand il a fait 2001, l'Odyssée de l'espace, il a travaillé avec les gens de la NASA. Il le savait autant qu'il en pouvait en savoir sur le sujet. Donc ça, pour la fiction, c'est vraiment très, très important. Et puis là, je parle d'une fiction qui historiquement était placée à une certaine époque, etc. Mais par exemple, moi, j'ai écrit un autre scénario qui se passe à Winnipeg, dans les quartiers nord, avec beaucoup d'autochtones, une histoire de meurtre, où il y a aussi d'autres gens de la communauté franco-manitobaine, où il y a aussi des personnages qui viennent d'Afrique. Là aussi, il y a toute une recherche, rencontrer les personnes, en apprendre sur justement le contexte de la guerre au Rwanda, qui était dans ce cas-là. Beaucoup de choses. Donc ça, c'est différent. Et bon, évidemment, moi, j'aime beaucoup faire cette recherche moi-même en tant que scénariste. Je pense qu'il y a d'autres qui ont parfois recours à des recherchistes pour ça aussi. Souvent, c'est une affaire de temps si on travaille sur plusieurs projets. Oui, puis aussi la nature de la recherche, comme je disais, selon le type de l'émission, des fois, on va être des sprinteurs, puis des fois, on va être des marathoniens. Si vous travaillez sur des émissions d'enquête, là, vous êtes un peu comme un détective, en fait. Moi, je n'ai jamais fait ce genre de travail-là, mais ça peut s'éterniser sur des années, ces recherches-là. Vous accumulez vos données, bon, etc. Alors que si vous êtes, comme je vous disais tout à l'heure, à la radio et que vous êtes sur une quotidienne, là, ça y va au toast. Comme on dit, là, c'est à tous les jours, on sort des invités, puis ça, c'est du sprint. Puis entre les deux, comme je fais moi en ce moment avec Tournée Générale, c'est-à-dire qu'on filme, nous, 2 épisodes aux 2 semaines. Donc, j'ai comme 2 semaines entre chaque tournage pour préparer les 2 épisodes, trouver des invités, des idées de sujets pour des chroniques, des idées de sujets pour discussion. Alors ça, c'est comme un rythme un petit peu plus, c'est comme entre le marathon puis le sprint, si je dirais. Là. C'est peut-être un demi-marathon, je ne sais pas, mais enfin, il y a comme des rythmes différents. Fait que ça, c'est important aussi pour vous d'identifier. Faut vraiment se respecter selon nos personnalités, nos tempéraments. On est tous différents. Moi, je sais que l'enquête, ça ne m'intéresse pas, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout moi. Par contre, un marathon, pas un marathon, mais un sprint ou un demi-marathon, pas de problème. Fait que ça aussi, c'est important d'identifier qui on est parce qu'on va avoir tellement plus à apporter à une équipe ou à un projet. Identifier aussi le genre de projet qui nous intéresse. Moi, c'est les arts, la culture, la société. Ça m'intéresse beaucoup. Mais demandez-moi pas de faire un truc sur la rénovation ou la course automobile. J'y connais rien et puis ça ne m'allume pas dans la vie. Si j'ai à parler à un chauffeur, un conducteur automobile, je vais le faire pour mon travail, mais je ne m'impliquerai pas dans un documentaire qui porte là-dessus parce que ce n'est pas quelque chose qui m'allume naturellement. Fait que je dirais aussi, c'est de trouver nos champs d'intérêt, notre rythme, en se connaissant comme ça, on connaît nos limites, mais on connaît aussi ce qu'on peut offrir, puis notre expérience comme recherchiste risque d'être beaucoup plus intéressante aussi, ça c'est clair. Parce qu'il faut faire aussi, il faut comprendre, c'est qu'on se retrouve dans toutes sortes de projets, avec toutes sortes de mondes. On est appelé à chercher des choses vraiment, je veux dire, quand je suis tombée dans Port d'Attache et chacun son île, j'ai toujours dit, j'ai comme été payée pour faire une thèse de doctorat en ethnologie.
J'ai tellement appris sur différentes cultures, sur des façons d'être, de vivre, de penser, de repenser des villes portuaires. Puis ça, c'était absolument fascinant de parler à des gens aux quatre coins de la planète à des heures impossibles, mais c'était fascinant. Mais ça m'intéressait parce que moi, j'aime le voyage, j'aime m'intéresser aux différentes cultures. J'ai voulu étudier en anthropologie à une époque de ma vie, donc ça me faisait vibrer. Pas de problème. Alors qu'il y a d'autres projets, je sais très bien que... parce qu'on s'investit, c'est tellement de travail, c'est tellement... On ne fait que ça toute la journée, fouiller sur un sujet. Alors si au départ, on le sait que ce sujet-là ne nous allume pas, on va tellement souffrir. En tout cas, moi, je souffre dans ce temps-là. Alors, c'est le fun quand c'est un projet ou un sujet qui nous allume un peu plus. Fait que je dirais essayer de comprendre aussi c'est quoi vos champs d'intérêt, puis votre rythme. Êtes-vous plus un sprinter ou un marathonien? Travaillez-vous bien sous la pression ou pas? Ça aussi, c'est important. Je pense, hein, Pascal, de comprendre qui on est, en fait, parce qu'il y a une variété de projets et de rythmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, si vous êtes recherchiste, vous allez être pigiste. Donc, ça veut dire que vous allez très rarement travailler sur un seul projet à la fois. Vous allez travailler sur de multiples projets à la fois. Et là, ce qui est très, très important, c'est d'identifier les spécificités des besoins de chaque projet. C'est très, très important. Et surtout, il n'y a rien de pire pour moi, par exemple, en tant que réalisateur ou scénariste, de tomber sur un recherchiste qui va me donner la même recherche qu'il a donnée à quelqu'un d'autre qui a fait un sujet à peu près similaire. De la même façon que quand je rencontre un directeur photo, je ne veux pas qu'il fasse les choix visuels qui étaient celui du réalisateur précédent avec lequel il a travaillé. Donc là, c'est important que qu'en tant que recherchiste, on pose les bonnes questions aux producteurs, mais aussi aux scénaristes et aux réalisateurs pour vraiment identifier. Et aussi, c'est important parce que sinon, on travaille sans un focus. De façon imprécise, on ratisse large. Et bon, pour certaines choses, c'est important, pour d'autres, non. Surtout quand le temps est important. Mais aussi, je voudrais parler justement aussi de cet aspect qui est très important pour moi, d'aller chercher parfois l'originalité dans la recherche. C'est-à-dire qu'on parlait des technologies, on parle aussi des algorithmes, par exemple, qui dominent les moteurs de recherche. Ce qui va apparaître en premier dans les moteurs de recherche, c'est ce qui aura été le plus recherché sur ces thèmes-là. Mais ce qui est précieux quand on fait une émission de télévision ou un scénario, quoi que ce soit, c'est l'originalité aussi. C'est-à-dire aller chercher des choses que les autres n'ont pas trouvées. C'est là aussi où c'est important que le recherchiste ou la recherchiste soit très débrouillarde et une façon aussi d'aborder un domaine qui peut être non seulement linéaire, mais qui peut être aussi non linéaire. L'attaquer par la bande, par le côté, etc. Donc, pour ça, c'est très, très, très important. Oui, il faut faire preuve de créativité parce que, bon, si je prends Tournée Générale, par exemple, on invite des gens qui sont connus. Alors, des gens aussi qui défraient la manchette parce qu'ils viennent de lancer un livre ou un album ou quoi que ce soit. Alors, on les a vus et revus et réentendus. Alors, comment est-ce que nous, on peut les interviewer pour faire en sorte que notre entrevue se démarque un peu de tout ce qui a été fait déjà dans les journaux, à la télé ou à la radio? Alors, on est toujours un petit peu à la recherche de ces angles-là, effectivement, pour se démarquer. Puis, pour revenir un peu à ce que tu disais, Pascal, les paramètres de recherche, ça, c'est super important. Quand on est engagé dans un projet, effectivement, il faut comprendre, premièrement, pour quel médium on travaille. Est-ce que c'est la radio, la télé? Et déjà là, on approche le sujet d'une manière différente. La radio, c'est auditif, la télé, c'est les images, donc c'est différent. Ensuite, connaître le type d'émission. Est-ce que c'est une série documentaire? Est-ce que c'est un téléjournal? Est-ce que c'est une variété, une émission de variété? Est-ce que c'est un quiz? Alors, déjà là, nos paramètres commencent à se définir en sachant ça. Quel territoire géographique aussi qu'on couvre? Moi, j'ai travaillé à Radio-Canada, ici, à Colombie-Britannique, Yukon, c'était mon territoire. Ensuite, Tournée Générale, c'est le Canada.
Chacun son île, c'est l'international. Alors ça, c'est important aussi, c'est un autre paramètre important. Comprendre les besoins de l'équipe. OK, Lynn, on t'engage parce qu'on a besoin de tournée générale, trouver du contenu hors Québec pour alimenter des chroniques, trouver des invités francophones hors Québec et puis alimenter des sujets de discussion. Parfait. Alors, je ne chercherai pas, moi, un invité au Québec. Ce n'est pas ça mes paramètres de recherche. Alors ça, c'est super important. Puis de comprendre aussi les paramètres comme par exemple port d'attache, c'était simple. On cherchait des villes portuaires. Alors, on ne s'intéressera pas à Denver au Colorado. De plus de 300 000 habitants. Bon, ben, on ne s'intéresse pas à Rimouski. Et les sujets, ben, c'était l'histoire, l'architecture, l'urbanisme, la sociologie, les transports, la gastronomie. Bon, alors déjà en ayant ça en tête, ben, tout d'un coup, on peut canaliser nos recherches, se créer des favoris et puis là, commencer nos recherches parce que comme je vous disais, l'Internet, c'est à l'infini. Là. Alors déjà, on a nos paramètres qui nous permettent de bien cibler ce qu'on recherche. Là-dedans, évidemment, ça s'ouvre et puis on fait des découvertes, mais déjà là, au moins avec ça, on sait un peu vers quoi s'enligner. Parce que sinon, c'est à l'infini. As-tu quelque chose à ajouter là-dessus, Pascal? Non, je crois que c'est essentiel. C'est essentiel de poser les bonnes questions. Moi, en tant que scénariste et réalisateur, je tiens beaucoup à ma relation avec mes recherchistes sur les séries. Je travaille beaucoup sur des séries et je considère que c'est de mon devoir de donner le plus de détails possible sur ces paramètres-là. Ouais. Oui. Parlons justement de cette dynamique-là, tu sais, de recherchiste, scénariste, réalisateur. Parfois, on est appelé à tout faire hein, selon le type de projet. Parfois, juste une partie. Moi, j'ai déjà fait recherchiste, scénariste. Mais disons, si, ça se peut que ça soit séparé en trois. Là. Alors, quelle est la dynamique? Comment ça fonctionne? Comment tu expliquerais ça, toi, Pascal? Je suis pas très bon pour les généralités comme ça, mais je peux penser à plein d'exemples. Oui, vas-y. Non, c'est vraiment parce qu'il y a toute une série, par exemple, de le type de recherche qu'on va faire, par exemple, sur le. Enfin, ça dépend beaucoup de la nature de l'émission, tu vois. Quand on faisait des émissions éducatives pour TFO, par exemple, la qualité du contenu éducatif et scientifique était énorme. On avait beaucoup plus de contenu éducatif qu'on ne verra jamais dans la télé conventionnelle. Donc, c'était important aussi qu'on cherche des informations qui durent longtemps aussi, parce que comme ça, la série pouvait être utilisée dans les écoles plus longtemps. Donc, il y avait un certain type de recherche qui était lié à ça. Dans d'autres domaines, la recherche va être un petit peu différente et va être dès le début orientée sur les conditions de tournage. Donc, par exemple, si je pense à la série que je réalise actuellement, que j'écris La main à la pâte pour Radio-Canada, avec un chef cuisinier, Radio-Canada et Uni, excuse-moi Anthony, on apprécie beaucoup Uni. C'est évident que dès le début, il faut penser, dès le début, j'explique aux recherchistes, non seulement pour mon chef cuisinier, le chef Luc, il faut qu'il rencontre des gens qui parlent bien, mais surtout, il faut qu'il y ait des actions à faire. Il faut de l'action parce que sinon, ça reste juste de la parole, c'est pas de la radio, c'est de la télévision. Il faut qu'on le voit en action. Surtout que c'est un homme très compétent, Luc Jean. Alors, il faut lui donner des défis, il faut le mettre dans des situations déstabilisantes, etc. Donc ça, dès le début, c'est très important qu'on sait ce qu'on cherche. Et à la limite, l'interaction, par exemple, avec un intervenant qui sera peut-être moins éloquent, mais qui aura aussi des qualités, d'autres types de qualités. Donc ça, c'est important. Là, je pense à certains intervenants où il y avait une qualité même qui ne passait pas forcément à travers les paroles. Et c'est important que le recherchiste ou la recherchiste puisse capter ce côté-là. Mais il faut aussi que moi, en tant que scénariste et réalisateur, j'ai fait comprendre ça à mon recherchiste. Oui. Ben en fait, je dirais communication. Oui. Constamment. Dans l'équipe, là, moi,
Je veux dire, aussitôt que j'ai de l'information entre les mains, là, je dispatche, là, ça dépend à qui je m'adresse, mais ça va être aux animateurs, aux chroniqueurs, aux directeurs, directrices de prod, aux réalisateurs, aux chefs de contenu, parce que constamment, on communique notre information, puis plus on le communique aussi, qu'on soit à distance ou dans un même espace, là, plus on est justement conscient de ce qu'il nous faut pour que quand l'équipe arrive au tournage, tout est prêt. C'est sûr qu'il y a toujours une dose imprévue, mais tout est prêt. Puis moi, je me faisais marteler constamment là, avec port d'attache, puis chacun son île. Il nous faut des activités, il nous faut de l'action. Alors, c'est beau de trouver l'urbaniste là, à Lima, au Pérou, mais on fait quoi avec cet urbaniste-là? Là? On ne s'assoit pas dans un café pour parler urbanisme. On va aller dehors, on va aller explorer les lieux. Alors, c'était mon mandat aussi de découvrir ça avec l'invité. Moi, je ne suis jamais allée à Lima, alors je ne sais pas ce qu'on peut faire à Lima. Donc, en lui parlant, dire OK, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous m'avez parlé d'un tel bâtiment, est-ce qu'on peut le visiter? Auriez-vous l'autorisation d'y aller? Est-ce qu'ensuite on peut prendre un petit bateau pour se rendre jusque-là? Puis bon, alors comme recherchiste, il fallait avoir ça en tête aussi, mais c'est constamment une communication en fait avec, selon la structure de l'équipe, là, on travaille rarement seul chez nous, juste à garder notre information, ça c'est clair. J'aimerais juste passer à travers une série de questions qu'on a reçues de certains participants et participantes. Une des questions, c'est d'après vous, est-ce qu'il y a une place pour les scénaristes en documentaire francophone au Manitoba et ailleurs au pays? Moi, c'est oui, là, ma réponse. Pascal? Non seulement ça, mais on a besoin de scénaristes. On Oui. a besoin de scénaristes francophones. Hors Québec, on n'en a pas assez. Moi, je fais souvent des petites formations où on me demande d'aider pour des formations, mais et puis là, je vais dire une chose qui ne va pas plaire forcément aux gens du système d'éducation. Et moi, j'ai 3 enfants qui sont passés dans le système d'éducation et j'expliquais aux gens de la division scolaire franco-manitobaine que c'est très important que les jeunes apprennent à structurer leur pensée et à l'exprimer dans le système scolaire. Parce que j'ai rencontré au fil de nombreux ateliers vidéo que j'ai faits des jeunes de talent qui avaient plein d'idées, mais à qui il manquait cette capacité d'organiser leurs idées sur papier. Ça fait des rendez-vous manqués. Parce que si on est un artiste et qu'on n'est pas capable d'écrire, mettons, une demande au Conseil des arts du Canada, le projet ne se fera pas, même si l'artiste était bon. Donc, c'est vraiment... Là, j'ai vu des limites de ce côté-là. Mais oui, on a besoin de scénaristes et puis il ne faut pas avoir peur, les auteurs, là, de se jeter là-dedans et puis et de ne pas avoir peur de faire votre recherche aussi elle-même, vous-même si vous êtes scénariste. Ouais. Non, effectivement, il y a un grand besoin parce que j'ai développé, moi, cet aspect-là de mon métier avec Port d'attache et Chacun son île. Et depuis, j'ai collaboré à beaucoup de projets pour Uni, sur diverses équipes comme scénariste. Puis je réalisais, mon Dieu, j'étais en demande, puis je savais même pas. Je ne savais même pas qu'il y avait une telle demande avant de devenir scénariste. Alors, définitivement, il y a de la place pour vous. Ensuite, une autre question, c'était quel est le salaire d'un ou d'une recherchiste? Est-ce qu'il y a un barème salarial pour les recherchistes comme on en retrouve ailleurs, comme pour les scénaristes et réalisateurs? Ça, c'est plus difficile, en fait, à évaluer parce que ça va varier beaucoup selon votre expérience, selon le budget, selon le projet aussi. Des fois, on va vous payer au jour, des fois, on va vous payer à l'heure, des fois, c'est un montant forfaitaire. On va dire, OK, Lynn, j'ai 2000 $, peux-tu me faire la recherche sur X? Alors, c'est avec le temps qu'on apprend à savoir ce qu'on vaut, premièrement, puis qu'on comprend, qu'on peut au moins saisir un peu l'ampleur du travail, là, le nombre d'heures qu'on va devoir mettre ou investir, parce qu'on comprend les paramètres puis nos limites, puis bon, on développe une certaine expérience, efficacité. Alors, ça dépend vraiment de chaque projet, chaque personne, chaque contexte. Je dirais qu'en général, de mon expérience, si on commence vraiment dans le domaine, là, à la journée, c'est autour de 250 $, je dirais. Ça va aller peut-être, une fois qu'on a un peu plus d'expérience hors Québec, là, je vous parle hors Québec, c'est peut-être autour de 300 $ par jour. Au Québec, j'ai une copine, moi, qui en fait depuis plusieurs années, et plus autour de 350 par jour. Puis quand on dit par jour, encore là, c'est très vague, ça peut aller de 6 heures de travail à 14 heures de travail, selon évidemment ce qu'on vous demande de faire, c'est sûr. Fait qu'avec l'expérience, on est capable d'évaluer un peu plus aussi ce qu'on est capable de faire, combien de temps que ça va prendre.
Mais j'ai trouvé une association, ça c'était une autre question, s'il y avait une association qui représente les recherchistes comme la Sartec pour les scénaristes. En fait, je ne le savais pas jusqu'à ce que ce matin, je fasse une recherche. Puis il y a une association des recherchistes en audiovisuel du Canada, qui est une association bilingue. C'est plus pour, si vous êtes recherchiste, vous pouvez vous inscrire dans leur banque de données. Et puis si, supposons, moi, je suis une réalisatrice qui cherche des recherchistes, disons francophones et ou anglophones, je peux aller dans leur banque et trouver des gens qui ont voir les profils, puis tout ça. Au Québec, j'ai demandé à mes collègues, puis on me disait que non, il n'y a pas vraiment d'association comme telle, mais que les gens du milieu travaillent pour qu'il y en ait une. Mais moi, personnellement, je fais partie de la Sartec comme scénariste, mais je ne fais pas du tout partie de l'association des recherchistes. Je ne sais pas si toi, Pascal, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça ou au salaire. Non, sauf que c'est précieux. Les recherchistes, les bonnes recherchistes sont précieuses. Très précieuses. Oui. Mais en fait, on s'en rend compte quand on n'en a pas. C'est précieux. Puis dans des moments aussi où, petite anecdote, là, on en parlait un peu, c'est une autre question aussi. Petite anecdote, quand j'animais à la radio de Radio-Canada, ici, j'avais une recherchiste dans mon équipe. C'était pendant le temps des fêtes. Et il n'y avait personne au bureau, sauf moi puis le réalisateur. Donc, on va en onde. Et on a un invité au téléphone, le réalisateur me met en lien, mais à la radio, on a très peu de temps pour parler. Alors, je lance « Bonjour, tata ». Donc, on reçoit M. X. M. X, bonjour. Puis il commence « Bonjour ». Et là, je réalise que le pauvre monsieur, il bégaye. Mais moi, c'est noté nulle part dans mon rapport de recherche que ce monsieur-là bégaye. Et là, j'ai regardé le réalisateur, il m'a regardé, puis j'ai fait OK. Fait que là, j'ai posé ma première question et le pauvre monsieur, probablement sous la pression de l'entrevue en direct, ça, il s'est mis à bégayer. Alors, malaise en ondes. L'avoir su d'avance, ce n'était pas un problème. On aurait pu enregistrer cette émission, cette entrevue-là. Quelqu'un qui bégaye, ça se montre très bien. On aurait pu diffuser une belle entrevue avec peut-être quelques petites traces pour quand même respecter qui il est, mais tout d'un coup, cette entrevue-là, au lieu de 8-10 minutes sur un sujet super pertinent, est devenue un 3 minutes en ondes, puis on a fini ça rapidement. Alors ça honnêtement, c'est là qu'on voit quand il y a des choses qui font, quand les gens ne font pas bien leur travail aussi. C'est parce qu'on compte sur eux. Alors nous, on reçoit le rapport, c'est sûr qu'on part de là, mais moi, il aurait fallu que cette personne-là me note à quelque part que le pauvre monsieur c'était un bègue. Alors, vous voyez, ça, c'est... Il faut juste faire attention, il faut faire vraiment preuve de rigueur dans ce qu'on fait. Et pour revenir avec la relation avec les producteurs, c'est malheureusement, parfois ce que font les producteurs, c'est qu'ils regardent la partie immergée de l'iceberg et ils disent pourquoi on paierait pour la partie qui est sous l'eau. Mais en fait, c'est très important. Et je me souviens, c'est un cas un petit peu particulier, mais d'une série littéraire que j'ai réalisée qui s'appelait Les Nouveaux Mondes pour Arte TV et puis plusieurs autres Radio-Canada, etc. C'était une série qui était plus, où le documentaire était... Il y avait un degré d'inconnu qui était assez important. On travaillait avec des personnages qui sont des gens connus. Je pense à l'actrice, par exemple, Pascale Bussière. Et puis, c'était une émission sur l'écrivain Jacques Ferron. Et puis, on en avait parlé avant, etc. On avait tout bien préparé, etc. Puis après une journée de tournage, Pascale vient me voir et puis elle me fait « Tu sais quoi ? J'aime pas où ça s'en va, l'émission. Je sais ce qu'on a prévu, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui tient à l'enfance de Jacques Ferron. » Quand elle me dit ça, il est quoi, 18 heures. Puis le lendemain, on a un plan qui est mis en place pour autre chose. La seule chose que je pouvais faire, c'était retourner à mon dossier de recherche, et qui était très bien fait, regarder là-dedans, puis appeler mon recherchiste, lui dire « Ok, est-ce qu'on peut... on change de plan complètement. Oui. Là, on fait un 45 degrés. » Mais si je n'avais pas eu ce dossier de recherche bien fait, où il y avait une section sur l'enfance de Jacques Ferron, certains lieux, etc., on n'aurait pas pu se retourner aussi vite. Et dès le lendemain, on était capable d'ajuster au tournage. En plus, Pascale Bussière était enchantée qu'on l'ait écoutée et elle était motivée parce que c'était pas la peine d'avoir Pascale, une actrice comme ça qui ferait son travail professionnellement, mais sans que le cœur y soit. Ouais. Pour que cette émission marche, il fallait que la passion soit là. Et ça, j'ai pu
j'ai pu me retourner parce que j'avais un bon dossier de recherche. Merci. Là, je vois le temps passer. Est-ce qu'on devrait juste parler du cours rapidement à Moncton à ce moment-là, Nicole? Oui, OK. Alors, je vais rentrer rapidement. Donc, là, évidemment, on vous a donné un survol de ce que c'est notre métier, de l'importance de ce métier-là, tout ça, mais il y a beaucoup plus à dire, évidemment. Alors, j'ai le plaisir, moi, d'animer un atelier virtuel. Donc, c'est un partenariat entre l'Université de Moncton et UniTV, entre autres, qui porte sur le métier de recherchiste dans le domaine audiovisuel, donc télé, radio, documentaire. Et ça va se passer en ligne, comme ça, à raison de 2 heures par semaine sur 5 semaines. Donc, c'est 10 heures de cours. C'est du 27 avril, c'est les mardis, du 27 avril au 25 mai. Là, selon l'heure, c'est à 15 heures chez moi à Vancouver. Donc, OK, on va faire les calculs, 17 heures à Winnipeg, 19 heures à Moncton, 18 heures, la gymnastique. Alors, oui, puis c'est bien sûr un cours, c'est sûr qu'il va y avoir de la théorie, mais on va vraiment être dans les travaux pratiques, les exercices, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Je vais avoir aussi le plaisir d'accueillir 2 personnes, des invités qui vont nous parler d'autres aspects du métier, mais vous allez apprendre entre autres c'est quoi le métier de recherchiste, comment on fait des recherches, comment on les organise, comment on trouve des invités, des intervenants autant ici qu'ailleurs dans le monde, comment on mène et qu'on prépare des pré-entrevues, tout ça pour nous amener à synthétiser l'information pour créer un rapport de recherche. Alors, on va vraiment rentrer en détail dans ça, mais ça, c'est donc le cours que je vous propose là, en ligne dès la fin avril. Merci, Lynn. Et puis, merci Pascal et Lynn pour cette discussion. C'était vraiment très intéressante, très, très vivace. Je voudrais demander maintenant à Sylvie Desjardins de prendre la parole et donner quelques détails de plus sur cette formation. Merci, Nicole. Premièrement, je vais parler un petit peu de la formation continue. La formation continue, c'est un service de l'Université de Moncton qui offre des cours universitaires à temps partiel et des formations en perfectionnement professionnel à partir de ces 3 campus ici au Nouveau-Brunswick et ailleurs dans le monde grâce à sa formation à distance et aussi des programmes délocalisés un petit peu partout au monde. On a des programmes délocalisés en Afrique. On n'est pas juste au Nouveau-Brunswick. Et alors, c'est ça, l'initiation, la formation initiation au métier de recherchiste audiovisuel dont vous a parlé Lynn fait partie d'une série de formations qu'on offre grâce à ce beau partenariat-là que Anthony vous a mentionné plus tôt avec UniTV, l'association aussi TV5, l'association des acadiennes des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick. Puis là, il y a toujours des nouveaux partenaires qui se greffent à nous, heureusement, parce que cette fois-ci, on peut offrir des bourses. On-Screen Manitoba est à la table, l'ambassade de France. Puis là, il y en a d'autres qui se confirment au jour le jour. Comme mentionné, ça va être livré par Zoom du 27 avril au 25 mai. Et puis, il faut prévoir 10 heures de travaux obligatoires en dehors des heures de cours pour l'obtention de l'attestation de réussite qui donne droit à des unités d'éducation continue. C'est une unité d'éducation continue pour 10 heures de formation. Donc, on est approuvé par une association qui nous accrédite pour livrer ces crédits-là. Et le coût de la formation est 450 $ plus TVH, et des conditions s'appliquent pour votre admission. Je vais en parler un petit peu plus tard. Mais là, on vient d'avoir justement la confirmation de bourse. Et alors, on va offrir des bourses au moins aux 15 premiers participants pour environ 200 $ par personne. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Puis ça témoigne du partenariat puis de l'engouement des gens du domaine ou de l'industrie qui veut vraiment former des recherchistes. Alors, c'est ça, on est bien fiers d'avoir retenu les services de Lynn Barnabé, qui, je suis certaine, avec qui vous serez en de bonnes mains. Les critères de sélection pour cette formation-là, il faut soumettre une lettre de motivation et un curriculum vitae. Il faut démontrer dans votre lettre de motivation un intérêt réel envers la recherche et justifier de son utilité dans votre projet professionnel. Il faut aussi démontrer une aptitude et une capacité à la rédaction, comme mentionné par Pascal et Lynn, c'est très important dans le domaine. Une attention particulière sera portée à votre implication dans le milieu artistique ou médiatique et à la pertinence de votre parcours professionnel.
Alors, le dépôt du dossier de candidature doit être soumis à partir du formulaire que vous allez trouver sur le site web de la formation continue de l'Université de Moncton. Et puis, la date limite pour soumettre votre candidature, c'est le dimanche 28 mars 2021 à 11h59. Et aussi, c'est ça, c'est important d'agir vite parce qu'il y a au moins les 15 premières personnes qui sont inscrites. On a un maximum de 20 personnes à la formation qui auront le 200 $ de bourse. Alors, si vous voulez, je peux mettre le lien vers la description dans le chat, là, si vous voulez un raccourci pour aller consulter la description puis vous inscrire. Alors, c'est tout pour moi. Y a-t-il des questions? Je pense qu'il y a une question dans le chat. Est-ce possible de savoir à quoi ressembleront les devoirs? Oui, je peux vous donner un aperçu, oui. Ben, les devoirs à l'extérieur, juste un instant. Il va y avoir des exercices à même le cours, pendant les 2 heures de cours, où vous allez être appelé à faire des choses, mais à l'extérieur, ben, écoutez, ça va être autant de travailler, par exemple, sur un sujet puis synthétiser l'information. Ça va être ensuite de préparer une pré-entrevue, d'échanger des courriels d'approche, de mener une pré-entrevue. Ensuite, une fois que vous avez cette information-là, ben, ça va nous mener vers le plus gros devoir à la fin, qui est notre plan de notre dossier de recherche. En gros, c'est ça. Vous allez peut-être devoir aussi regarder 1 ou 2 épisodes d'émission, mais pendant le cours comme tel, il va y avoir aussi des exercices qu'on va faire et puis on va aussi regarder certains extraits pour voir en fait comment les choses évoluent au moment où on a une idée puis qu'on passe à travers la recherche puis ça donne un produit final. En gros, c'est ça. J'en oublie peut-être 1 ou 2, mais c'est le genre d'exercice pratique que je vais vous offrir. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Lynn ou pour Pascal ou pour Sylvie? Bonjour à tous, merci pour cette super présentation, c'était vraiment extrêmement enrichissant. Je me demandais si il n'y a pas possibilité de suivre le Zoom en direct. Est-ce que les cours peuvent être pris en rattrapage? Est-ce que tu veux que je réponde? Oui, c'est que les formations que l'on offre sont des formations vraiment interactives et la présence au cours est vraiment importante. C'est ça. Ça dit tout, la présence au cours. Il y a des sous-groupes qui sont formés. Vous travaillez avec des collègues. Comme par exemple, je me rappelle d'une activité que Lynn a mentionnée, que tu fais une entrevue avec une collègue, puis vice-versa, tu te pratiques à faire une entrevue. Donc, c'est vraiment comme il y a un côté pratique à cette formation-là qui fait qu'on ne peut pas l'offrir en différé, du moins pas complètement en différé. D'accord, pas de problème, je comprends tout à fait. Alors, juste pour être sûre, c'est bien du 18h Toronto? Eastern Time. Oui, si c'est 15h chez moi, c'est 18h à Toronto, oui. OK. Parce que c'est 19h à Moncton. Oui, c'est ça. Oui, Oui, en effet. oui. C'est jouable, merci. Et c'est 2 heures, donc ça serait pour toi, Aurélie, de 18 à 20h. Oui, très bien. Et quand on dit donc pour les 15 premiers inscrits, cette bourse potentielle, inscrits donc via le lien et accepté, je suppose, hein, pas juste hop, je me dépêche de mettre mon dossier, comme ça je suis parmi les 15, mais c'est pas terrible comme lettre de motivation, mais c'est pas grave. OK. Oui, parce qu'on a justement un comité de sélection là, pour décider qui va rencontrer les critères que j'ai mentionnés à partir de votre lettre de motivation. Et comme de raison, votre curriculum vitae, votre parcours professionnel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et voilà, merci pour le lien, Sylvie, j'avais justement demandé. Donc ça c'est le lien vers le cours. Nous allons envoyer aussi un petit mot demain pour remercier tout le monde de leur participation et pour communiquer le lien vers l'Université de Moncton.
Donc là, je pense qu'il y en a qui voudraient aller prendre leur thé de fin d'après-midi, il y en a d'autres qui voudraient aller à leur dîner et puis il y en a d'autres peut-être qui voudraient aller se coucher ou accompagner leurs enfants. Je remercie tout le monde de vraiment ce qui a été une discussion très intéressante. Et bon courage à tous les candidats pour ce qui a l'air d'être une formation très bien adaptée et qui va être aussi très intéressante. Merci à tous les partenaires et merci à tout le monde d'être venu ce soir, après-midi. Oui, c'est l'heure de l'apéro à Vancouver. Ouais, voilà. Peut-être pour tout le monde là. Merci à vous et salut. Merci. 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 Au revoir. Au plaisir de vous revoir au cours. Oui. Merci. Au revoir.